Bonjour à tous et bienvenue sur la V2 du podcast ObjectiveBac.fr, le podcast qui va faire avoir leur bac à tous les terminales ES cette année. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter et merci à tous. N'hésitez pas à vous abonner à notre page YouTube ainsi qu'à liker la page Facebook pour recevoir en direct nos dernières vidéos et bien sûr pouvoir échanger avec nous. Aujourd'hui nous attaquons la sociologie avec le thème 1, classe, stratification et mobilité sociale, et le chapitre 1, comment analyser la structure sociale. Comme toujours, nous allons commencer par un petit savoir de référence sur la question et comment appréhender la notion d'inégalité. Toutes les différences sont-elles des inégalités ? N'existe-t-il pas un paradoxe entre l'aspiration à l'égalité et la volonté d'être différents les uns des autres ? À quelles conditions une différence devient-elle une inégalité ? Une inégalité est communément définie comme une différence d'accès à des ressources rares, même s'il existe, selon François Dubé, une sorte de loi sociologique selon laquelle presque toutes les différences deviennent des inégalités. Toutes les différences ne sont pas pour autant synonymes d'inégalité. Une différence ne devient une inégalité que si elle concerne un accès différencié à des ressources socialement valorisées. Ainsi, les inégalités reposent-elles explicitement ou implicitement sur des formes de hiérarchisation sociale dont les normes et valeurs collectives sont au fondement. Les inégalités sont donc historiquement et socialement construites, et il existe une dynamique des inégalités. Les inégalités d'hier ne sont pas toujours celles d'aujourd'hui, et qui ne seront pas nécessairement celles de demain. L'espace des inégalités sociales est multidimensionnel. Les inégalités concernent tout à la fois l'accès aux ressources proprement économiques, aux revenus, patrimoine, aux ressources sociales ou politiques, conditions d'existence, éducation, santé, accès au pouvoir, et symboliques, titres scolaires, pratiques langagières, etc. Elles prennent donc des formes multiples et se renouvellent constamment selon les mutations structurelles de la société, sociale, économique, technologique, idéologique. Les inégalités spécifiquement économiques traduisent un partage inégalitaire des richesses et correspondent à toutes les différences de revenus et de patrimoine entre individus ou entre groupes sociaux. Elles ont au sein des économies marchandes une place particulière car elles constituent souvent une matrice, sans être la seule, sur laquelle se développe une multiplicité d'inégalités sociales. Par exemple, les inégalités de revenus et de patrimoine, qui peuvent s'entretenir, donnent aussi naissance à des inégalités d'accès au logement, d'accès à la santé et d'autres. Les inégalités sont donc interactives. Plus encore, elles sont liées entre elles par des processus cumulatifs qui alimentent la polarisation de la structure sociale. Les avantages des uns s'additionnent pendant que les désavantages des autres se renforcent mutuellement. Une autre caractéristique des inégalités économiques et sociales est qu'elles ont tendance, comme le démontrent les études sur la mobilité sociale, à se reproduire d'une génération à l'autre. Grand 1, analyser la structure sociale, les analyses fondatrices de Karl Marx et de Max Weber. Les indications complémentaires invitent à revenir à la stratégie sociologique de l'étude de la structure sociale en distinguant les analyses de Karl Marx et de Max Weber. La notion de classe chez Marx s'inscrit dans une vision de la division de la société fondée sur les rapports de production, c'est-à-dire les modalités selon lesquelles les hommes entrent en relation pour produire, échanger et répartir les richesses. Ces modes de production changent de forme au cours de l'histoire et constituent le fondement caché de toute structure sociale. Celle-ci est donc d'abord héritée de l'évolution économique de la société. C'est d'ailleurs la position dans le processus de production qui définit l'appartenance à la classe sociale. Dans le cadre du mode de production capitaliste, il existe une séparation radicale entre le processus des moyens de production, la bourgeoisie, et le prolétariat, qui ne dispose que de sa force de travail. On trouve dans l'œuvre de Marx plusieurs présentations de la structure sociale qui intègrent un nombre de variables de catégories. Toutefois, le mode de production capitaliste amènerait selon lui une évolution historique vers la polarisation de la société en deux grandes classes sociales par la concentration des entreprises capitalistes et la prolétarisation des catégories inférieures comme le petit artisan. Le capitaliste aboutit donc à une structure sociale simplifiée, articulée autour de ces deux opposés inégaux. Toutefois, si la dimension économique est centrale, Marx convoque des éléments extra-économiques pour définir la classe. Le glissement de la classe en soi, constitué par un rapprochement objectif des positions économiques à la classe pour soi, nécessite en effet le développement de liens sociaux et d'une capacité de mobilisation. Le salariat produit à la fois une concurrence entre travailleurs et une coopération, une proximité favorable au développement de liens sociaux, à la différence des paysans parcellaires évidemment. Ces liens se prolongent dans la lutte pour la défense des intérêts communs à la classe.
Le conflit est donc central dans la vision marxienne. Il a une origine économique, l'inégalité permise par l'existence de la plus-value. Mais il est aussi la matrice des classes. Il les sépare de façon irréductible, favorise leur fermeture et les confronte pour créer la dynamique de la société. C'est l'affirmation de la bourgeoisie comme classe dominante qui conditionne l'émergence du prolétariat. Cette domination de la bourgeoisie dépasse le cadre économique par une instrumentalisation des institutions et des idéologies dominantes, religion, morale, doctrines économiques, qui justifient la soumission du prolétariat à l'ordre social. Si la classe chez Marx est donc d'abord tributaire de l'ordre économique, elle s'inscrit dans une dynamique sociale globale marquée par le conflit et la séparation nette des groupes sociaux. La théorie marxiste des classes reste fondatrice dans la mesure où la plupart des analyses postérieures se positionnent par rapport à cet héritage. Toutefois, elle semble aujourd'hui en partie dépassée car elle demeure très ancrée dans la réalité historique du XIXe siècle, qui n'est plus celle d'aujourd'hui évidemment. Ainsi, la polarisation autour de deux classes ne permet pas de penser la question des classes moyennes, qui est devenue centrale dans les débats contemporains. De même, l'effritement de la classe ouvrière depuis la fin des Trente Glorieuses fragilise l'analyse de Marx, dont elle constituait l'un des piliers. L'analyse de Weber se démarque de celle de Marx par plusieurs points. D'abord, l'ordre économique dans lequel s'inscrit la notion de classe ne constitue que l'une des trois dimensions de la stratification sociale, même si dans les sociétés modernes elle tend à devenir plus importante. Dans cet ordre, la différenciation s'opère en fonction d'une situation de marché, c'est-à-dire les chances d'accéder aux biens des individus. Les individus sont rassemblés selon le type de possession dont ils disposent, avec une distinction entre ceux qui tirent des revenus d'un patrimoine, rentiers, entrepreneurs, et ceux qui mettent en œuvre les moyens de production, en haut les marchands, en bas les ouvriers. La position sur cette échelle n'est qu'un élément de la position sociale des individus. L'un des rapports essentiels de Weber est l'analyse des groupes de statut. Il s'agit de montrer que la société est structurée par d'autres éléments que le marché, ici le prestige ou honneur social. Privilège positif ou négatif de considération sociale revendiqué de façon efficace d'après ses dires. Il est lié au style de vie, à la naissance, à l'instruction, donc à une distinction symbolique. Il est à la fois lié à des éléments objectifs et à une réalité intersubjective, puisqu'il est revendiqué auprès des autres strates. L'ordre politique constitue la troisième dimension de la structure sociale. Les partis qui s'y forment sont une extension des groupes de statut et permettent l'action collective politique qui assoit leur domination. Ces trois ordres sont donc profondément liés, bien que distincts. La position dans un ordre ne détermine pas celle d'un autre. Ainsi, la noblesse des argentés peut compenser son déclassement dans l'ordre économique par une affirmation statuaire. De plus, si les groupes statuaires forment des communautés conscientes de leurs intérêts, marquées par des liens sociaux forts et largement endogames, les classes ne partagent pas ces caractéristiques. À l'inverse de l'analyse marxiste, les classes n'ont pas nécessairement une conscience d'elles-mêmes, ce qui fait que si leur mobilisation est envisageable, elle n'en constitue pas un élément fondateur. Les trois dimensions demeurent néanmoins connectées. L'ordre politique est ainsi fréquemment lié aux deux autres ordres. Les membres de l'élite économique sont souvent au sommet de l'échelle politique et statuaire. De même, les groupes statuaires mettent en œuvre une distinction qui participe à un processus global de domination, y compris économique. La structure sociale développée par Max Weber est donc, à la différence de celle de Marx, multidimensionnelle et moins centrée sur l'ordre économique. Cette analyse ne débouche pas non plus sur une polarisation. En ce sens, elle est plus proche de la réalité de la société contemporaine. Bien que l'on puisse mécaniquement superposer les catégories envisagées par Weber sur la réalité de la société d'aujourd'hui, bien plus complexe encore. Néanmoins, Weber évoque la question des classes moyennes, échappant ainsi au modèle binaire développé par Marx dans certains de ses textes. Ces deux analyses demeurent fondatrices en ce qu'elles posent les termes des débats contemporains autour de la structure sociale à travers l'opposition entre nominalisme et réalisme, la question de la place des conflits ou celle de la porosité des frontières des classes. En puisant à ces deux sources, Pierre Bourdieu développe un espace social traversé par des rapports de domination dans lesquels les classes sont inégalement dotées et relativement fermées, mais où l'action collective n'est qu'une virtualité. Pour Pierre Bourdieu, la position sociale est définie par le volume et la structure du capital global dont disposent les individus. Au-delà d'une dimension économique empruntée à Marx, le capital économique, Bourdieu accorde une grande importance au capital culturel, certifié notamment par les titres scolaires, mais également lié aux dispositions corporelles et à la familiarité vis-à-vis des biens culturels.
au capital social, réseau de relations, ainsi qu'au capital symbolique, qui renvoie à la considération que confère la possession des trois autres formes de capital. La hiérarchie sociale découle de la distribution inégale de ces différents capitaux avec une dimension quantitative. Les agents fortement dotés constituent les classes dominantes, mais aussi qualitatives. Selon la composition du volume global de capital, la position des individus varie. Il définit ainsi trois classes liées à la possession de ces capitaux et à des habitudes et styles de vie spécifiques. C'est donc une approche multidimensionnelle de la classe qui est développée. Entre ces classes, le conflit n'est pas une nécessité, mais il existe bien des rapports de domination et des luttes, notamment pour le contrôle du capital culturel. Enjeu majeur selon Bourdieu. Les classes dominantes cherchent ainsi à imposer leur modèle culturel et leur vision du monde aux autres classes par le biais de pratiques de distinction. Pour cela, elles doivent contrôler les institutions productrices de légitimité comme l'école ou l'État. Il y a donc chez elles une stratégie consciente de reproduction. Bourdieu tente de dépasser l'opposition entre classe réelle et construction de sociologues qui distingue le réalisme marxien du nominalisme weberien, en proposant la notion de classe virtuelle. Celles-ci, construites par le sociologue, peuvent néanmoins prendre corps à travers un processus de mobilisation et de représentation, ce qui semble être observable pour la classe dominante. En ce sens, la définition des classes elles-mêmes est perçue comme un enjeu dans la lutte que se livrent les classes. Grand 2, le renouveau de l'analyse de la structure sociale. Si le débat sur la pertinence de la notion de classe est déjà présent dans les années 50, il est nourri par les modifications profondes de la société depuis la fin des Trente Glorieuses qui amènent certains auteurs, comme François Dubé, à contester la réalité de l'existence des classes sociales. Ces critiques insistent en premier lieu sur le processus de fragmentation économique à l'œuvre, qui passe à la fois par une diversification des niveaux et des modes de rémunération, intéressement ou stock options, ainsi que des rapports salariaux, individualisation des rapports de production. À cela s'ajoute le développement de l'exclusion qui brouille les relations des individus au système productif. Une autre dynamique d'éclatement opère au niveau symbolique, à travers l'émergence de la culture de masse, la diffusion de modes de vie communs, Henri Mandras, la perte de l'identité traditionnelle des classes qui se lierait dans les pratiques de vote, ou encore la difficulté de la mobilisation collective. Enfin, de nouvelles fractures se dessineraient à travers les questions de genre, de génération, d'âge ou d'origine géographique par exemple. Elles seraient plus opératoires tant que les individus eux-mêmes que pour expliquer et observer l'homogénéité des comportements. Ces critiques s'incarnent notamment dans le glissement sémantique entre classe ouvrière et classe populaire qui traduit la difficulté de nommer un ensemble flou dont l'identité peut se résumer à celle des ouvriers et dont l'homogénéité est bousculée par les transformations économiques et sociales. Ainsi, les classes populaires sont traversées par les clivages de genre car elles sont constituées essentiellement autour de la catégorie des ouvriers, très masculine, et de celle des employés, très largement féminine. Cela produit des différenciations notables que l'on observe par exemple sur la question des pratiques culturelles. D'autres travaux sur le vote ouvrier ont mis en avant une dispersion croissante des pratiques de ce groupe. Malgré ces éléments qui vont dans le sens d'une disparition de la classe ouvrière, des auteurs comme Olivier Schwartz tentent de défendre l'idée de la permanence d'une dynamique de groupe pour ces catégories. S'il reprend le vocable classe populaire, c'est pour souligner qu'elles ont en commun le fait d'être dominées dans l'espace social, une difficulté d'accès à l'autonomie prônée par le reste de la société et une culture populaire, même partiellement désenclavée de la culture globale. Un autre champ d'analyse se développe autour de la question des classes moyennes, qui constitue un des éléments notables de la structure sociale contemporaine. Là encore, les processus à l'œuvre tendraient vers une fragmentation entre salariés et indépendants, secteur privé et secteur public, et vers une perte d'homogénéité entre les plus fragiles et les plus stables de cette catégorie. Cet éclatement serait particulièrement accentué pour cette partie de la société qui demeure difficile à cerner. À rebours de cette analyse, Louis Chauvel met en évidence un destin commun qui se structure autour de la crainte d'un déclassement qui ne serait pas fantasmé et d'un sentiment de fragilisation de leur position, surtout pour les enfants issus de cette classe. Dans un ouvrage récent, Dominique Gou et Éric Morin accréditent l'idée d'un sentiment collectif d'inquiétude de ces catégories, sans pour autant que ces sentiments reposent sur une quelconque réalité. A l'inverse de Chauvel, ils insistent sur la mobilité ascendante dont continuent de bénéficier ces catégories et la distance sociale croissante qui les sépare des classes populaires. Cette opposition renvoie à la question de savoir si les classes existent encore au-delà d'un ordre symbolique, au-delà des représentations collectives, et si on peut leur donner une assise empirique. Enfin, sur la question des catégories les plus favorisées, de nombreux travaux tentent de montrer qu'elles regroupent de nombreuses caractéristiques d'une classe sociale. On pourrait ainsi saisir les traductions concrètes des barrières des classes à travers l'étude des niveaux de revenus et de patrimoine, de la mobilité sociale ou des inégalités scolaires.
On peut alors voir à l'œuvre de véritables stratégies de reproduction et de préservation de l'entre-soi. Michel Pinson et Monique Pinson-Charlot affirment ainsi que la grande bourgeoisie demeure fidèle à la définition classique de la classe sociale, en raison de son style de vie, de l'importance de ses avoirs économiques, notamment en termes de patrimoine, mais aussi de sa conscience d'elle-même et de ses capacités de mobilisation. Finalement, dans ce débat, certains auteurs comme Chauvel et Schwartz affirment que les classes peuvent encore être saisies par des études empiriques, même si leurs contours ont pu évoluer et bien que leur conscience collective se soit émoussée. Pour Dubé, l'enjeu n'est pas la description des classes, qui paraît vouée à l'échec du fait de leur éclatement, mais davantage la mise en lumière des processus de domination qui se jouent dans une multitude de registres. Il renoue ainsi avec les rapports de classe de Marx et les rapports de domination de Weber. Troisième et dernier point de ce chapitre, des outils institutionnels renouvelés. Tout comme les classes, les PCS constituent un outil d'analyse qui a été contraint d'évoluer avec les mutations de la société contemporaine et qui est constaté du fait de la mise en lumière d'autres formes de clivage comme le genre, l'âge ou les formes d'emploi. En France, la tentative la plus ancienne de classification sociale institutionnelle est la grille des PCS, ce qui permet les comparaisons dans le temps long. La première version date de 1954, avec un remaniement majeur en 1982 et une actualisation en 2003. Cette classification place la profession au centre de la définition de la position sociale, en opérant des distinctions selon la situation d'activité ou d'inactivité et pour les actifs selon la nature de revenus, salariés, indépendants, mais aussi de l'organisation productive, secteur d'activité, public-privé, et le niveau de qualification et de responsabilité hiérarchique. À travers les catégories ainsi construites, qui ne sont pas appelées des classes, apparaît un objectif d'homogénéité des comportements sociaux, mais nullement l'idée d'une conscience de classe ou d'une mobilisation collective. C'est une approche nominaliste et stratificationniste. Il y a cependant certaines ambiguïtés qui font dire à Louis Chauvel que les PCS permettent de traiter des classes sans en prononcer le mot. Les PCS assemblent des individus qui ont des perspectives comparables et des caractéristiques sociales reconnues comme proches. On renoue donc avec la notion de style de vie de Weber. De plus, elles utilisent les conventions collectives pour appliquer des équivalences entre professions, ce qui renvoie aux perceptions collectives que les groupes professionnels ont d'eux-mêmes et participent à la validation des représentations. Au niveau européen se pose aujourd'hui la question de la construction d'un système de classification sociale commun. Le modèle britannique, inspiré de la structure sociale proposée par Goldthorpe, domine le projet ESEC, examiné par Eurostat et les instituts statistiques. Le modèle de Goldthorpe insiste davantage sur la continuité entre catégories et met la question professionnelle au centre de la définition. Il s'agit de développer une grille de lecture pour des études empiriques, notamment sur la question du vote ou de la mobilité sociale. Dans cette logique, les classes rassemblent des professions dont les titulaires partagent d'une manière typique des situations sur le marché et des situations de travail largement similaires. La situation sur le marché, market situation, est liée au revenu, sa source et son niveau, au degré de sécurité offert par l'emploi et aux possibilités d'ascension professionnelle. On observe également une continuité forte entre les classes ainsi définies. Entre les deux extrêmes, qui constituent la relation de service et le contrat de travail, il existe un continuum de situations mixtes. Si ce projet présente des points communs avec la grille des PCS, différenciation des statuts, des domaines d'activité, intégration des inactifs, il existe des divergences. Là où les PCS utilisent des conventions collectives, les ESEC ne se réfèrent à aucun cadre juridique. La grille européenne assemble également les cadres dirigeants et les chefs d'entreprise, tandis que la grille des PCS les distingue nettement du fait de la question du salariat et regroupe les employés et les ouvriers qui sont liés par leur faible niveau de qualification. La nature de la relation d'emploi y est centrale alors que rien ne dit qu'elle soit stable dans le temps. Élaboré dans le contexte britannique, il n'est pas non plus certain que ce modèle s'applique avec autant de pertinence dans le sud de l'Europe. L'avenir de la grille des PCS est lié à l'avancée du projet ESEC. Aucune rénovation de la grille française ne sera probablement entreprise tant que la grille européenne ne sera pas définitivement établie, même si cette dernière peine à s'imposer faute de consensus. Merci à tous d'avoir choisi objectivebac.fr, nous vous souhaitons bonne chance pour vos examens. Et pour plus de cours en ligne, n'hésitez pas à nous suivre sur Facebook et de vous abonner à notre chaîne YouTube. A très bientôt sur objectivebac.fr.